Le Commonwealth ne ressemble en rien aux empires coloniaux du passé. C'est une toute nouvelle conception que nous souhaitons apporter, déclara à Auckland en 1953 la toute nouvelle monarque Élisabeth II lors de sa première tournée majeure à la tête de l'organisation. Qu'est-ce que le Commonwealth et quel est son rôle dans la société anglophone et plus généralement à l'international ? Quel est l'intérêt pour les différents membres de faire partie de cette organisation vieille de presque un siècle ? Le projet de Global Britain serait-il, quelques années seulement après son dévoilement, un objectif déjà désuet ? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Via Sophie, le média du lycée Sophie Berthelot. Tout de suite, Puissance, second épisode, spécial Commonwealth, générique. Puissance, épisode 2, le Commonwealth. Valentin vous parlera juste après de l'héritage de l'Empire britannique à l'origine du Commonwealth. Comment l'organisation s'est construite au fil du temps et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ? Qu'est-ce que le projet Global Britain ? Quelle place pour les pays africains au sein de cette institution ? Et pour finir, quel avenir pour celle-ci ? Nous allons désormais répondre à toutes ces questions. Puissance, le Commonwealth. En 1921, la Grande-Bretagne est la première puissance mondiale, représentant un quart des terres émergées, soit 35 millions de kilomètres carrés de terre et un quart de la population mondiale, environ 412 millions d'habitants. Il s'agit, encore aujourd'hui, du plus grand empire à avoir existé dans l'histoire. L'ensemble des pays constituant cet empire colonial sont liés par une langue, une histoire et une culture commune. Au cours du XXe siècle s'amorce une décolonisation voulue sans heurts et progressive. Les futurs Dominions, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Terre-Neuve et l'Afrique du Sud prennent peu à peu leur indépendance, mais restent fortement liés à l'Empire, car il existe un conditionnement de leur économie par rapport à la Grande-Bretagne, comme pour le reste des colonies. C'est ce long processus qui posera les bases du futur Commonwealth. Créé en 1926 avec la déclaration de Balfour, pendant ce processus de décolonisation que Valentin vient de présenter rapidement, son nom original est Commonwealth of Nations. Il est créé, à l'époque, dans l'optique de garder du lien avec les anciennes colonies, un peu à l'image de ce que créera la France un peu plus tard avec l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un premier temps, il s'agit d'une reconnaissance de la souveraineté des Dominions et un accueil des anciennes colonies dans un cercle restreint de pays liés à la Grande-Bretagne pour conserver un lieu de discussion et de culture commune. À l'origine, les pays adhèrent librement, mais étaient contraints de prêter allégeance à la couronne britannique et de reconnaître le monarque anglais comme chef d'État. George V est le premier chef du Commonwealth. Ils sont unis sous des valeurs communes qui seront réaffirmées dans le Singapore Declaration of Commonwealth Principles de 1971, qui sont le respect des libertés individuelles, l'égalité devant la loi pour tous et la participation démocratique des citoyens dans la politique. La Déclaration de Londres de 1949 métamorphose le Commonwealth, en faisant de tous les États des membres libres et égaux, choisissant leurs dirigeants, pouvant donc être issus de n'importe quel pays membre. L'allégeance à la couronne n'est désormais plus obligatoire pour rejoindre l'organisation, ce qui provoque une sorte de vague d'adhésion parmi les pays anglophones sous des régimes républicains. Cependant, certains pays comme la Jamaïque ont envisagé, et pour certains envisagent encore, de faire la transition de la monarchie, sous l'égide de la Grande-Bretagne, à un système républicain, mais c'est bien l'île de la Barbade qui a fait le pas en 2021, mettant fin à 350 ans de monarchie, conservant sa place dans le Commonwealth, mais désormais en tant que nouveau système républicain, ne reconnaissant donc plus sur son territoire la souveraineté du monarque britannique. L'Australie a également organisé en 1999 un référendum pour la sortie de ce système, mais le non l'a emporté sur le fil avec seulement 54,9% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, c'est Charles III et anciennement Élisabeth II qui est chef des 56 États membres en 2023 et à la tête de 15 d'entre eux.
Le titre de chef d'État est tout de même purement symbolique et honorifique car le roi ne possède aucun droit d'influer sur les politiques du pays. Pour les plus gros adhérents à l'organisation comme l'Inde ou l'Australie, le fait d'être membre est un vecteur d'influence supplémentaire sur la scène géopolitique internationale. Pour les plus petits adhérents, il s'agit d'une tribune diplomatique importante et d'une voix qui pourrait peser plus, mais aussi un moyen d'obtenir des aides diverses auprès de partenaires potentiels qui sont les autres membres. Aujourd'hui, la priorité ne réside pas dans les liens économiques, le Royaume-Uni gardant une primauté des échanges avec l'UE et l'organisation ne possédant pas un budget assez conséquent pour réaliser une quelconque opération économique à grande échelle, mais bien dans la culture. En effet, des Jeux sportifs du Commonwealth, à l'image des Jeux olympiques, sont organisés tous les 4 ans depuis 1930. Les derniers s'étant déroulés l'année dernière, et c'est l'Australie qui s'est hissée en haut du classement des médailles avec 178, juste devant l'Angleterre avec 176. Pour le Royaume-Uni, il existe depuis le Brexit une volonté de refaire son statut de puissance globale, et cela passe par le projet Global Britain. Ce projet, présenté en 2020 par Boris Johnson à Greenwich, fixe les objectifs du gouvernement à l'horizon 2030 en termes de sécurité, de défense et de politiques étrangères. Le Royaume-Uni, par ce projet, se détourne de l'Europe et se tourne désormais vers l'Asie, notamment avec le traité commercial transpacifique nouvellement rejoint. En somme, le projet Global Britain consiste en l'émancipation du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Le fait qu'il puisse désormais prendre des décisions qu'il n'aurait pas pu prendre dans le domaine de la politique étrangère s'ils étaient encore dans l'Union. Ce projet met en opposition le Brexit et l'insularité qui auraient pu frapper le pays en se désolidarisant des aides européennes. Le gouvernement britannique déclare en 2018 « Nous avons l'énorme avantage de faire partie du Commonwealth, ce qui nous permet de collaborer avec un vaste réseau de pays à travers le monde ayant une histoire, un héritage juridique et des institutions similaires. Il s'agit pour le Royaume-Uni, mais plus généralement pour l'ensemble des membres, d'entretenir un cadre de coopération flexible, incluant dialogue, opportunités et potentiels partenariats, et ce avec des pays ayant un historique commun. L'organisation représenterait ainsi un levier important capable de dynamiser les relations économiques et culturelles des pays anglophones. Les questions de sauvegarde de la mémoire s'invitent de plus en plus dans les débats entre puissances coloniales et anciennes colonies. Ces dernières réclament de plus en plus des actes de repentance pour les différents préjudices qu'ils ont pu subir et les anciennes puissances faisant désormais un pas vers eux en regardant l'histoire en face, constituant une solution viable pour apaiser certaines relations qui pourraient être tendues. Pour les pays africains, le Commonwealth est un excellent atout mais ne doit pas devenir une alternative à l'intégration économique ni un substitut au cadre de discussion à l'international. Le chevauchement des intérêts des membres dans l'organisation favorise la pacification des relations entre les différents pays du continent et il est bon pour eux d'adhérer à des réseaux d'initiatives qui leur permettront de défendre leur politique d'investissement à l'international. Pour illustrer le fait de conclure des partenariats entre membres, il est possible de citer par exemple l'accord largement critiqué conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda en 2022 qui consiste à renvoyer les demandeurs d'asile étrangers du Royaume-Uni vers le Rwanda. Ce pays est d'ailleurs devenu en 2022 le 6e pays africain à avoir accueilli le sommet du Commonwealth. Le Commonwealth n'offre pas la même homogénéité que l'Union européenne pour ses différents pays. Malgré le fait que les membres partagent la même langue, le libre-échange est facilité par le partage d'un système juridique de common law. Les disparités entre les pays membres rendent ces objectifs assez utopiques et difficilement atteignables. L'avenir de l'organisation s'avère complexe. En tout cas, la place du Royaume-Uni post-Élisabeth à la tête de l'organisation est compromise. Le nouveau roi Charles III est le prince héritier le plus âgé de l'histoire du royaume à la date de sa prise de pouvoir. Mais il est surtout bien moins populaire que sa mère. Elle a en effet réalisé plus de 170 visites en personne dans les pays membres au cours de ses 70 ans de règne. Le baptême du feu pour le nouveau souverain sera sans aucun doute la sauvegarde et la cohésion de cette organisation qui fêtera son centenaire en 2026. Le reste des membres et la population seront-ils prêts à accepter encore longtemps une alliance sous l'égide d'une ancienne puissance coloniale, interprétée depuis longtemps par certains comme une forme de néocolonialisme ? Il reste maintenant à savoir si cette idée s'étendra dans le futur à la majeure partie d'entre eux. Merci à tous d'avoir écouté Puissance le Commonwealth.
Merci à Victor Caron à la rédaction, accompagné de Vanda De Jong et de Valentin Minbo à la présentation. Un grand merci à Anthony Fontaine à la technique et à l'administration du lycée. C'était Puissance, épisode 2, spécial Commonwealth sur Vie et Sophie.